Des poètes, dont Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, partie 2. Des poètes. Depuis que je connais mieux le corps, dit Zarathustra à l'un de ses disciples, l'esprit n'est plus pour moi l'esprit que pour ainsi dire, et tout ce qui est impérissable n'est aussi qu'une image. Je t'ai déjà entendu dire de telles choses, répondit le disciple. Et alors tu ajoutas, mais les poètes mentent trop. Pourquoi as-tu dit que les poètes mentaient trop? Pourquoi? Dit Zarathustra. Tu demandes pourquoi? Je ne suis pas de ceux à qui on a le droit de demander leur pourquoi. Suis-je donc né d'hier? Il y a bien longtemps que j'ai appris en les vivant les raisons de mes opinions. Ne me faudrait-il pas être un tonneau de mémoire si je voulais avoir en plus mes raisons avec moi? C'était déjà, c'est déjà trop pour moi de garder mes opinions pour moi-même, de garder mes opinions moi-même. Il est maint oiseau qui s'envole. Et parfois je trouve dans mon colombier une bête qui n'en fait pas partie, qui m'est étrangère et qui tremble quand je pose ma main sur elle. Pourtant que t'as dit un jour, Zarathustra, que les poètes mentent trop. Mais Zarathustra aussi est un poète. Crois-tu qu'il a dit ici la vérité? Pourquoi le crois-tu? Le disciple répondit, je crois en Zarathustra. Mais Zarathustra secoua la tête et sourit. La foi ne me rend pas heureux, dit-il. Tout au moins, pas la foi en moi. Mais en admettant que quelqu'un dise sérieusement, les poètes mentent trop, alors il a raison, nous mentons trop. Nous savons aussi trop peu de choses, et apprenons mal. Aussi nous faut-il mentir. Et qui parmi nous autres poètes n'aurait pas falsifié son vin? Il s'est fait bien des mixtures empoisonnées dans nos caves. On y a préparé des choses innommables. Parce que nous savons peu de choses, les pauvres en esprit plaisent à notre cœur, surtout lorsque ce sont de petites jeunes femmes. Et nous sommes même avides de ce que se racontent les petites vieilles le soir. C'est ce que nous appelons en nous-mêmes l'éternel féminin. Et comme s'il existait un accès particulier et secret au savoir, accès qui s'éboule pour ceux qui apprennent quelque chose, nous croyons au peuple et à sa sagesse. Mais tous les poètes croient que celui qui est couché sur l'herbe ou sur un versant solitaire, les oreilles dressées, apprend quelque chose de ce qui se passe entre ciel et terre.
Mais tous les poètes croient que celui qui est couché sur l'herbe ou sur un versant solitaire, les oreilles dressées, apprend quelque chose de ce qui se passe entre ciel et terre. Et s'il leur vient des attendrissements, aussitôt les poètes croient toujours que la nature est amoureuse d'eux. Ils croient qu'elle se glisse à leur oreille pour murmurer des choses secrètes et d'amoureuses cajoleries. Ils embombent le torse et sentent de fierté face à tous les mortels. Ah, il existe tant de choses entre ciel et terre que les poètes sont les seuls à avoir rêvé. Et particulièrement au-dessus du ciel, car tous les dieux sont des paraboles et des trucages de poètes. En vérité, toujours quelque chose nous tire, à savoir vers le royaume des nuages. Nous y imaginons nos baudruches de toutes couleurs, et nous les appelons alors des dieux et des surhumains. Tous ces surhumains, ces dieux, ils sont tout juste assez légers pour de telles chaises. Ah, que je suis fatigué de toutes ces choses insuffisantes qui veulent à toute force cet événement. Ah, que je suis fatigué des poètes. Lorsque Zarathustra parla ainsi, son disciple en fut irrité contre lui, mais il garda le silence. Et Zarathustra aussi se tut. Et son regard s'était tourné vers l'intérieur, comme s'il voyait des horizons lointains. Enfin, il soupira et respira profondément. Je suis d'aujourd'hui et de jadis, dit-il. Il y a quelque chose en moi qui est de demain et d'après-demain et de toujours. Je me suis fatigué des poètes, des anciens et des modernes. Ils sont tous, à mon avis, superficiels. Ils sont des mers peu profondes. Ils n'ont pas assez pensé en profondeur. C'est pourquoi leur façon de sentir n'a pas plongé jusqu'au tréfonds. Un peu de volupté et un peu d'ennui. Voilà qui a été encore le meilleur de leur méditation. Tout le glinglin de leur harpe n'est rien d'autre pour moi que de la laine et du passage de fantômes. Que peuvent-ils bien savoir de la ferveur des sons? Ils ne sont pas non plus à mon gré suffisamment propres. Ils troublent toutes leurs eaux pour qu'elles en paraissent profondes. Et ils aiment se faire passer pour des conciliateurs. Mais pour moi, il ne reste que des entremetteurs et des tripoteurs, des demi-portions, des malpropres. Mais moi aussi, j'ai jeté mon filet dans leur mer. Ils voulaient attraper de beaux poissons. Mais ce que je ramenais toujours, c'était la tête d'un vieux dieu. Ainsi, la mer a donné une pierre à l'affamé, et eux-mêmes peuvent bien provenir de la mer. Certes, on trouve des perles en eux,
C'est pourquoi ils sont d'autant même, c'est pourquoi ils sont eux-mêmes d'autant plus semblables à des coquillages durs. Et à la place de l'âme, souvent trouvé chez eux, à la place de l'âme, chez eux, j'ai souvent trouvé des glaires salées. De la mer, ils ont même appris la prétention. La mer n'est-elle pas le pan d'entre les pans? Elle fait même la roue devant le plus laid de tous les buffles. Jamais elle ne se lasse du mouvement de son éventail édenté d'argent et de soie. Obstiné, le buffle regarde. Son âme est proche du sable, plus proche encore du fourré, mais le plus proche du marécage. Que peuvent bien lui faire la beauté et la mer et l'ornement du pan? Voilà la parabole que je dédie à tous les poètes. L'esprit du poète, l'esprit du poète veut des spectateurs. Peu lui importe que ce soit même des buffles. Mais je me suis fatigué de cet esprit-là. Et ce que je vois venir, c'est qu'il se fatiguera de lui-même. Déjà, j'ai vu les poètes transformés et le regard dirigé contre eux-mêmes. J'ai vu des pénitents de l'esprit. Ils sont nés d'eux.